Chers amis, bonsoir. Je suis heureux d'accueillir une nouvelle fois Jean-Pierre Le Goff, qui nous fait le plaisir de venir quasiment pour chacun de ses livres. Et nous l'avions reçu pour son livre de référence sur mai 68, notamment. Et puis, il y a 2 ou 3 ans, pour un livre qui s'appelle La France d'après, et qui évoquait, la France d'hier, pardon, la France d'hier, qui évoquait l'après-guerre. Voilà. Et maintenant, comme vous avez beaucoup de suite dans les idées, vous racontez vos années folles, voilà, qui se situent après 1968. Donc nous allons parler de ce passé qui est en train de disparaître des mémoires, mais qui n'en reste pas moins intéressant dans la mesure où il éclaire, dans une certaine mesure, notre présent. Cher Jean-Pierre, vous avez la parole. Merci beaucoup. Alors, je propose de sortir de la réactivité pour revenir sur un temps aujourd'hui disparu, si j'ose dire, en essayant un peu d'exposer un certain air du temps. Voilà. Alors, auparavant, je voulais vous dire peut-être quelques mots sur ce qui m'a fait écrire ce livre. C'est à la suite de La France d'hier, mais il y a ce que j'appelle l'expérience existentielle du rangement de la bibliothèque. Alors, en quoi consiste cette expérience existentielle? C'est qu'il se trouve, c'est tout à fait véridique d'ailleurs comme anecdote, que j'étais amené à ranger ma bibliothèque et que j'ai découvert plusieurs choses. Une somme d'ouvrages considérables, ce qui faisait qu'à 20 ans, on était quand même encore des grands lecteurs, on était encore une génération du livre. Mais il y avait des rayons entiers, psychanalyse, rayons entiers marxisme, il y avait des anarchismes, surréalistes, il y avait aussi beaucoup de choses, maoïsme, guévariste, enfin j'avais tout. Et je me suis dit, mais c'est étonnant comment j'ai fait pour lire tous ces livres, que j'ai relus d'ailleurs, parce que j'ai passé un temps fou à relire ça. Et en commençant à relire ces livres, il y a une expérience étrange, c'est que vous avez l'impression d'un langage que vous connaissez, c'est-à-dire qui vous est familier, et en même temps, il vous est devenu totalement étranger. Ça fait penser à des vieux manuscrits, si vous voyez. C'est-à-dire des choses que vous arrivez à comprendre, mais c'est très familier. Et en même temps, vous dites, mais c'est pas possible. Et avec une question redoutable, comment se fait-il, pas en totalité, mais sur beaucoup de livres, j'ai pu, m'engager et prendre au sérieux un certain nombre d'idées. Alors, il y a des livres intéressants, mais il y en a d'autres, je dois dire que c'est une logomachie. Alors bon, c'est pas simplement la logomachie révolutionnaire, c'est même les sciences humaines, il y a des ouvrages très abscons. Pourquoi faire simple alors qu'on peut faire compliqué avec effet de distinction, surtout pour ceux qui sont pas au fait des sciences humaines. Donc, et moi j'ai participé de ça. Et avec une question qui vous rend très humble, qu'est-ce qui va rester de tout ça qu'est-ce qui reste de tout ça plus de 50 ans après? D'ailleurs, à l'époque, c'est ça qui est intéressant, on avait l'impression d'être le centre du monde. C'était dans une université à Caen, en province, notamment la fac de lettres qui a connu un mouvement assez dur de lutte, etc. Et on avait l'impression véritablement que le monde autour, enfin le monde c'était nous. Et il n'y avait pas tellement d'extériorité d'ailleurs. Et je me suis posé la question par rapport au mode actuel. C'est-à-dire que 50 ans plus tard, par exemple, si je prends la psychanalyse, là j'ai un rayon entier. Alors il reste peut-être quelques ouvrages, mais c'est incroyable le nombre de livres qui se répondaient les uns les autres à l'intérieur d'un cercle qui finalement, dont le rapport avec le réel n'allait pas forcément de soi. Voilà. Donc ça vous oblige à une certaine forme d'humilité. Ça c'est l'expérience de départ, si vous voulez. Donc je me suis mis à relire ces livres avec une autre question. Donc comment se fait-il que j'ai pu adhérer à des discours qui me paraissent d'une pauvreté intellectuelle monstrueuse, j'allais dire, au moins pour certains d'entre eux, pas pour tout. Et puis j'ai relu aussi, parce que j'avais des documents, des tracts, des déclarations d'époque. Là aussi, c'est pour ça que je parle d'idées folles. On y reviendra, elles ne sont pas toutes folles, mais il y en a quand même qui sont quand même assez fortes. Comment expliquer cela? Alors c'est une hypothèse qui m'est venue, c'est qu'on lit généralement ces années-là à travers une vision assez intellectuelle, comme si
l'engagement était un pur rapport au texte. Vous voyez, c'est-à-dire, et ça ne marche pas, parce qu'il y a quand même des trucs qui sont aberrants. Et en fait, pourquoi adhérer à ce moment-là? Et l'hypothèse que je fais, c'est une hypothèse, c'est on ne peut pas avoir une vision, y compris du gauchisme 68 art, j'y reviendrai, uniquement dans un rapport intellectuel au texte. Il y a certains les sciences humaines, etc., très bien. Le problème, c'est que comment des idéologies se sont articulées à un moment bien précis de l'existence qui s'appelle l'adolescence, avec un type de tempérament, d'affect et de passion particulier. Si on ne prend pas l'articulation des idées, des idéologies, avec cette dimension adolescente, on ne comprend pas comment ça peut être aussi fou. Et on a tendance à lire purement et simplement ce qui s'est passé en mai 68 et dans les années qui suivent, sur le modèle de ce qui s'est passé antérieurement. C'est-à-dire sur le modèle des engagements intellectuels vis-à-vis du communisme. Il y a eu cette dimension-là. Mais je viendrai sur l'hypothèse, c'est une révolution, à mon avis, nouvelle. On verra sur quoi. Alors, ce qui s'est passé pour moi n'est pas une remake de ce qui s'est passé dans les autres révolutions, même si on parle de mai 68, on va parler de l'extrême gauche, on va parler du léninisme, du maoïsme, donc on revoit l'ancien, mais il y a quelque chose qui ne rentre pas dans le cadre, si vous voulez. Pourquoi? Parce qu'à la fois, il y a comment dire, la science marxiste-léniniste, entre guillemets la science, avec mélangé à vivre sans temps mort et jour sans entrave. Je vous avouerai que la dictature du prolétariat ne va pas de soi avec le slogan situationniste, par exemple. Vous voyez, il y a toujours quelque chose qui coince, qui ne rentre pas dans le cadre. Ça, c'est assez surprenant. Alors, je pense qu'on ne comprend pas cette révolution culturelle, j'y reviendrai, sans prendre en compte cette composante que j'appelle le peuple adolescent. Bon, c'est une notion que j'emploie à mon ami défunt qui s'appelle Paul Lyonnais, qui a avancé cette notion de peuple adolescent à propos de la musique rock, pop et pop, à propos des grands rassemblements de musique. Vous voyez, il avait sorti cette idée. Alors, que faut-il entendre par peuple adolescent? Il faut se placer dans les années 60. C'est-à-dire, dans les années 60, vous avez une prolongation de la scolarité qui va amener une plus grande masse de jeunes à être plus longtemps adolescents, si j'ose dire. C'est-à-dire, l'adolescence antérieurement, si vous prenez entre les deux guerres, les jeunes travaillaient très tôt, elle a été jusque 16 ans, c'était en 1959, la scolarité. Avant, c'était 14 ans entre les deux guerres. Bon, je pourrais retrouver les choses. Donc, il y a une masse de jeunes qui vont connaître une période plus longue d'adolescence. Liée et ça, j'ai des chiffres, alors bon, je pourrais vous les donner, entre 50, 60, bon, j'en donnerai qu'un, c'est qu'en 1968, il y avait à peu près 550 000 étudiants. Aujourd'hui, on est à 3 millions. C'est pour vous dire que je ne sais pas arrêter, quoi. Et que cette période-là est une période très particulière de l'existence. Car c'est une période où vous n'êtes pas véritablement adulte, c'est une période intermédiaire entre l'enfance et l'âge adulte. Ça devient très brouillé aujourd'hui, puisque certains psychiatres vous diront que l'adolescence commence de plus en plus tôt, on ne sait pas quand elle s'arrête. Donc c'est quelque chose d'assez... il y en a qui parlent d'adolescent, d'ailleurs, hein, certains psychiatres parlent d'adolescent. Donc il n'y a pas d'épreuve véritablement du réel, il y a une dimension bohème, rupture, et si vous voulez, ce moment particulier de la rupture, y compris avec son propre héritage, le moment de la révolte, si vous ne révoltez pas à 20 ans, peut-être qu'à 60 ça viendra, mais enfin, ce moment particulier de la révolte, y compris avec l'héritage, c'est un moment pour s'affirmer, avec une mise à l'épreuve de soi-même, d'une certaine façon. C'est une période très délicate. Eh bien, cette période très délicate, elle va s'ériger en une période assez centrale de la vie, avec la montée en puissance de ce peuple adolescent. Et c'est très important, dans une période tout à fait particulière de l'histoire, qui n'est plus la période antérieure, c'est-à-dire ce qui s'est passé entre 1945 et les années 60, c'est un bouleversement considérable de la société française, mais pas simplement de la société française du reste. Donc vous êtes adolescent dans une période de bouleversement, où beaucoup de choses, avant même 68, commencent à être mises en question. Je ne vais pas parler du Vatican II, du Concile Vatican II. On voit
on voit une remise en cause un peu générale. Et l'adolescence, ça c'était ma thèse dans l'avant-dernier livre sur la France d'hier, est la plaque sensible de ce bouleversement. Et mai 68 doit être relié à ça. C'est une période nouvelle de l'histoire, on peut la caractériser comme la fin du paupérisme, qui est quand même une question qui a hanté les sociétés depuis très longtemps, et on va appeler ça une société de consommation, de loisirs et de médias. En fait, vous avez 4 points à ce moment-là. Consommation, loisirs, médias, adolescence. Si vous voulez, c'est un moment avant 68, c'est les conditions qui ont rendu possible l'événement. Voilà. J'y rajouterai un dernier point, c'est que dans ce moment historique, cette génération, j'allais dire, est coincée. Elle n'est pas coincée, mais elle est entre deux temporalités. Elle a en mémoire le poids des morts de la guerre, qui est très important, puisque la guerre est très proche, en 60-68, bon, avec les résistants. Il y a encore beaucoup de résistants dans la société, il y a même encore des combattants de 14 qui sont vivants, qu'on rencontre, qu'on peut rencontrer. Bon. Donc ce point important de la mémoire qui pèse, et en même temps une société nouvelle où le loisir, la consommation donne une certaine vision du bonheur individuel. Où là commence à se mettre en place une forme d'individualiste hédoniste, dès ce moment-là. Et évidemment, l'exemple que je cite souvent, c'est celui de, Jean Moulin au Panthéon. Vous avez Malraux qui fait défiler les résistants torturés dans les caves de la Gestapo, ceux qui ont parlé, ceux qui n'ont pas parlé, avec son style oratoire, et en même temps, c'est l'époque yéyé à fond. C'est ça, vous voyez, les deux choses. Et ces deux choses-là, vous allez les retrouver sous deux formes de gauchisme, si j'ose dire. C'est-à-dire ce que j'appelle le gauchisme d'extrême gauche, dont je fais partie. Je les appelle d'ailleurs dans mon livre les orphelins de l'épopée de la Révolution. C'est-à-dire, ils arrivent dans une société où ils ont déjà l'impression que c'est passé. C'est un peu comme les romantiques. Après les chevauchés de Napoléon, je cite, nos pères avaient fait des batailles, nous sommes là dans une espèce de vide sidéral. Il y a ce sentiment. Mais de l'autre côté, si vous voulez, il y a l'hédonisme individualisme, profiter de la vie. L'histoire du passé, ça va, on est entré dans une nouvelle étape historique, on ne va pas s'embêter, vivre intensément dans le présent, profiter du moment. Et c'est un peu les racines du gauchisme culturel. Donc vous avez ce mélange, je ne sais pas si vous suivez, des deux, vous voyez, à ce moment-là. Alors, pour dire les choses, pour comprendre et caractériser ce que j'appelle la révolution culturelle de mai 68, il y a, à mon avis, l'élément central, c'est que pour la première fois, historiquement, sous une échelle beaucoup plus massive, le peuple adolescent devient un acteur social, politique et historique. Et il va occuper la scène de l'espace public, la scène médiatique et politique, et ne va plus la quitter. C'est un nouvel acteur qui arrive. Les dernières grèves lycéennes, là je voyais encore un gars devant une poubelle qui appelait à la grève générale. C'est assez étrange. Plus un représentant du syndicat lycéen. Vous voyez, c'est des choses, aujourd'hui ça paraît évident, mais un syndicat lycéen qui appelle ça fait drôle, quoi. Ou je me souviens aussi, quand les étudiants appelaient à la grève générale, il y avait même des journaux de la télévision qui ouvraient le journal là-dessus. Ils lancent la grève générale dans les universités. Et alors c'était vraiment, on se disait, tiens, la révolution arrive. Le problème, c'est que moi j'avais vécu ça de façon quelques années auparavant, et j'avais vu aussi l'illusion que pouvait provoquer le fait d'une révolution à l'intérieur de l'université conçue comme le centre du monde. Et je crois qu'on y est encore sous certains aspects, si vous voulez. Alors, ce mouvement, si on regarde mai 68 avec plus de champs, pour moi, mai 68, c'est une révolution culturelle à plusieurs étapes. C'est un peu comme 89, j'y reviendrai. Vous avez les conditions qui ont rendu possible l'événement, c'est-à-dire la période qui précède mai 68. Je vous signale d'ailleurs qu'entre 60 et 70, vous avez un mouvement de la jeunesse intellectuelle dans l'ensemble des pays développés, dans les sociétés démocratiques, en même temps. Chaque pays va prendre une forme spécifique de cette révolution culturelle. Les États-Unis, ça part en 64 de Berkeley, avec une revendication de liberté de parole sur le campus, qui ensuite va s'articuler à la guerre du Vietnam. Vous avez en Angleterre la révolution pop, qui remet en cause le moralisme victorien, et nous, on va prendre une forme française
on remet en scène les barricades, on rejoue l'histoire de France, etc. Avec une grève générale en plus, donc c'est assez particulier. On pourrait prendre ce qui s'est passé en Italie, on pourrait prendre ce qui s'est passé en Allemagne. Mais c'est un mouvement où le peuple adolescent, c'est une caractéristique commune. Vous voyez, alors je ne dis pas qu'il n'y a que le peuple adolescent, mais c'est très important. Alors sur le moment, je parle des interprétations, comment l'interpréter? Je pense que les maîtres à penser de l'époque, que ce soit Sartre ou d'autres, ont projeté sur nous, enfin c'est ce que je dis dans mon livre, leur jeunesse. C'est-à-dire qu'ils ont vu, ils ont lu cette révolution nouvelle sous l'angle des révolutions passées. Sartre, c'était pour lui la révolution anti-stalinienne enfin trouvée. Il revivait à travers les Mao un type d'intellectuel qui dépassait la mauvaise conscience de l'intellectuel, enfin bon. Mais si je prends même des gens plus intéressants, si j'ose dire, au moins politiquement, qui étaient Castoriadis, je ne sais pas si vous connaissez Castoriadis. Castoriadis était quelqu'un de très intéressant, beaucoup. mais j'ai relu tous ces textes en détail, j'ai passé un temps fou. Alors, lui, dans La Brèche, qui était un livre écrit avec Claude Lefort, Edgar Morin, alors lui, il parle il voit les étudiants en disant, mais les étudiants peuvent prendre le relais d'une certaine façon du mouvement ouvrier avec une logique des conseils, c'est-à-dire les conseils ouvriers autogérés. Sauf que, je ne voudrais pas être trop méchant, mais entre les conseils en Tchécoslovaquie, par exemple, ou les conseils ouvriers en Italie contre le fascisme, et le conseil de la Sorbonne avec les situationnistes, il y a quand même un gros hiatus, si vous voulez. Et c'est cette part-là qui n'était pas vue. Quand je parle, ils projetaient sur l'événement leur propre conception, et on leur donnait une seconde jeunesse. Je rajouterai un point dans mon livre, je ne vais pas être trop méchant. Eux, d'ailleurs, nous accompagnaient, même Claude Lefort, on pourra en discuter, que j'ai bien connu. Ils nous accompagnaient, on peut dire ça, mais il y a des moments où ils nous poussaient un peu. Ça les arrangeait d'ailleurs à la faculté, quand il y avait des luttes contre les enseignants, parce que là-dessus, il y en avait un certain nombre. Si les gauchistes allaient interrompre, j'exagère à peine, le cours du prof, qui était de droite, et l'empêchant d'enseigner, ça pouvait les arranger, y compris quand il y avait des luttes pour les postes. C'est-à-dire il y avait des luttes internes pour les postes, où tel prof faut avoir le poste ou pas, donc il y avait un petit côté, excusez-moi, j'exagère un peu, allez-y les petits gars. Mais en même temps, si vous prenez quelqu'un comme Sartre, Foucault, Deleuze, par exemple, qui étaient d'autres maîtres à penser, il y a quand même, je cite des textes absolument ahurissants, enfin bon, Sartre parlant des révolutionnaires de 10 ans, je veux dire, un jeunisme absolument étonnant, parce qu'ils ont vu leur frère qui allait travailler, je ne sais pas quoi, dans l'enseignement professionnel. Bon. Même une revue comme Esprit, parce que les catholiques de gauche ont joué un rôle en 1968, on l'oublie souvent, mais c'était très important. Les revues comme Esprit, c'est assez marrant, parce que, bon, je n'ai pas le temps de détailler, mais Domnac, d'ailleurs, je crois que était allé voir, avant même mai 68, le 22 mars à Nanterre. Il a dit il y a des aspects nouveaux, mais il y a un petit côté nihiliste, etc. Et puis arrive mai 68. Et là, le côté nihiliste, ils ont conscience, il y a quelque chose, mais on met de côté, c'est la révolution personnaliste annoncée. C'est annoncée par Emmanuel Mounier, la crise de civilisation. Et hop, on reprojette. Et je pourrais citer beaucoup de... Alors l'extrême gauche, c'est très simple, c'est la révolution bolchevique, répétition générale, avant la révolution. Mais ça ne rentre pas dans les cases, vous voyez? C'est ça ce que je veux dire. Alors, à mon avis, il y a deux auteurs que je tiens pour importants qui ont saisi, me semble-t-il, des aspects tout à fait nouveaux, inédits de mai 68, qui sont chacun d'un côté de la barricade. C'est Raymond Aron, avec la révolution introuvable. Quand il dit la révolution introuvable, ça veut dire que la révolution, sous la forme passée, n'est plus trouvable. On est dans une nouvelle société. Le paupérisme est fini. La classe ouvrière commence à se satisfaire de la société de consommation. On est sorti du paupérisme. Donc ça ne fonctionne pas. Et donc il y a ça dedans, bien évidemment, puisqu'il y a la grève générale, puisqu'il y a des luttes pour les salaires, etc. Mais c'est pas la chose. Et puis il parle de psychodrame. Il dit, mais il y a un truc qui est très bizarre, un mélange de psychodrame, de mélange de, j'allais presque dire, de rêve et de réalité par la parole, par prise de parole. De l'autre côté de la barricade, il y a Morin. Et à mon avis, c'est lui qui a le plus vu un aspect absolument central avec une formule que je trouve assez géniale, pour dire les choses, un 1789 socio-juvénile.
Et je trouve que c'est tout à fait ça. C'est-à-dire, il pointe le caractère nouveau et inédit de cette révolution qui ne ressemble pas, malgré des aspects des barricades. Enfin, les barricades, on ne tire pas, c'est pas 1848 la répression. Hein. Bon, et en plus, c'est facile à balayer avec les chars, enfin, l'armée. Mais il y a cet imaginaire qui est revécu par ce peuple adolescent, une espèce de moment de basculement vers autre chose. Et c'est très étonnant de relire Morin, c'est un texte que je trouve assez prophétique sur la commune étudiante, il dit on n'en voit pas encore les effets à long terme, mais ce 1789 nous amène vers autre chose. Ça, je trouve ça, il était assez prophétique, si vous voulez. Alors, bon, je pourrais vous parler de De Gaulle et de Pompidou, de Malraux, qui, à la différence de la droite actuelle, qui est très revancharde sur 68, qui est un peu, je trouve, un peu bête, c'est-à-dire c'est la faute à 68, tout est la faute à 68. Eux, c'était pas tout à fait ça, c'est-à-dire ils dénonçaient la chienlit, quand vous regardez les déclarations, mais en même temps reconnaissaient qu'il y avait une dimension de crise sur laquelle il fallait s'interroger. Et d'ailleurs, De Gaulle, je cite souvent cet épisode avant même 68, dans un dialogue avec Pisani, que j'ai bien connu, lui disait à propos des hippies, écoutez, Pisani, ils nous disent quelque chose que nous ne pouvons pas comprendre. Je trouve que c'est une formule. Mais au-delà de ça, vous aviez chez Pompidou, par exemple, la vision d'une crise, là, je ne vais pas vous prendre son discours, mais qui est quand même assez étonnant, la remise en cause constante de tout sur quoi l'humanité s'est appuyée pendant des siècles. Il dit, là, il faut qu'on réfléchisse à ça. Et De Gaulle, alors c'est assez intéressant dans son discours d'entretien du 7 juin, parle de civilisation mécanique moderne. Il y a presque un petit côté bernanocien, si vous voulez, sur la France contre les robots. C'est-à-dire une civilisation mécanique et technocratique où l'individu ne se sent plus maître de son destin. Et il termine avec ceci, comment trouver un équilibre humain pour la civilisation, pour la société mécanique moderne. Voilà la grande question de ce siècle. Et le problème, c'est que l'équilibre, il n'a pas eu lieu. Si vous voulez, il y avait une logique, lui visait la participation, mais là aussi, ça a complètement capoté. C'est un peu comme le Concile, si je fais l'analogie avec Vatican II. Il y avait une remise en cause, et là aussi, il y avait une recherche d'équilibre. C'est parti vers autre chose. Alors, dernier point, je parle au peuple adolescent, et de nihilisme. Pourquoi j'emploie le mot nihiliste ? C'est en référence à Nietzsche, parce que je pense que cette révolution culturelle a un aspect beaucoup plus nietzschéen en fin de compte que marxiste. Voilà. Je pense que le nihilisme dans le sens de la mort de Dieu et du renversement des valeurs. D'ailleurs, je parlerai de nihilisme actif dans ce mouvement. Et je pense que, cette dimension est essentielle dans la révolte du peuple adolescent. Je parle bien, et qui n'est pas forcément politisée au départ. Il y a une frange de cette jeunesse qui est politisée, mais elle n'est pas toute politisée. La grande masse, moi j'avais 20 ans en 68, c'est ce qu'on discutait tout à l'heure, et j'étais absolument pas politisé. Je suis rentré dans le mouvement, après j'ai adhéré au maoïsme, tout ce que vous voulez, mais il y avait une volonté au départ de régler des comptes. Régler des comptes avec quoi ? Avec l'héritage dont on avait hérité, qu'on le veuille ou non. Alors, je pense que la révolution culturelle 68 comporte une dimension nihiliste qu'on ne peut pas ignorer. Cela étant dit, je n'ai jamais dit que mai 68 était en soi nihiliste. C'est-à-dire l'événement mai 68, il n'y a pas que le mouvement étudiant, il y a d'autres acteurs, mais il y a au sein de ce mouvement une dimension nihiliste qui, quand vous prenez une plus longue période, vous allez voir que cette dimension-là va se développer, va être transmise plus ou moins consciemment à travers les générations. Ce que j'appelle le gauchisme, si vous voulez. Bon. Voilà, alors, ça je crois que c'est important. Je ne dis pas du tout que 68 est responsable de tous les maux, de même que les 68ards sont responsables de tous les maux. Enfin, je ne vais pas répéter, mais ils n'ont pas inventé le problème des banlieues. Les banlieues à l'époque, c'était le monde ouvrier. C'était les ouvriers qui habitaient les banlieues. Et c'était vu d'ailleurs comme un progrès, par rapport au coron, au logement ouvrier traditionnel.
C'est pas eux qui ont inventé le chômage de masse, à la fin des 30 Glorieuses, c'est pas 68. C'est pas les 68ards non plus, ou 68, qui a inventé l'islamisme et le communautarisme actuel, enfin, je veux dire. Donc il y a d'autres éléments. Simplement, moi, ma problématique est de souligner, si vous voulez, je crois que c'est une des révolutions du XXe siècle extrêmement importante. Et j'aurais tendance à dire que ces effets sont très importants, sans faire d'analogie avec 89 sur une période plus longue. Mais pourquoi c'est important? Parce que je crois qu'un des effets de cette révolution, c'est le bouleversement du tissu anthropologique et éducatif. C'est-à-dire, est surgit une nouvelle type d'individualité, on y reviendra, de type hédoniste dans le gauchisme culturel, qui met en question un certain type d'engagement passé, si vous voulez. Et je parle du tissu éducatif, du bouleversement du tissu éducatif. Par tissu éducatif, qu'est-ce que j'entends? C'est pas simplement l'école. C'est, si vous voulez, le milieu dans lequel vous êtes né, vous avez grandi, on vous a éduqué. Ce qui veut dire qu'il y a la famille. Ça veut dire qu'il y a des solidarités locales qui existent. Vous voyez, des lieux d'habitation. Ça veut dire aussi qu'il y a la religion. Eh bien, c'est ce tissu-là qui a été considérablement bouleversé. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile à regarder en face, mais qui a provoqué, à mon avis, des effets de déstabilisation très importants. Et j'y rajouterai un autre point, qui va de pair avec ce que je viens de dire, c'est la rupture dans la transmission. Il y a eu une rupture dans la transmission à ce moment-là, pour une bonne partie de la jeunesse, qui s'est retrouvée démunie pour faire face aux nouveaux défis du présent, pour en discuter, mais cette rupture a été quand même extrêmement importante. Alors voilà. Alors, je vous ai dit que quand je parlais de la révolution culturelle 68 art, j'envisage plusieurs séquences différentes. Les conditions qui l'ont rendu possible, mai-juin 68 comme événement historique, avec plusieurs étapes d'ailleurs, c'est assez marrant, c'est assez marrant. 89-93, vous avez une accélération. Vous prenez mai et juin, vous avez une accélération, y compris dans la violence, une espèce d'emballement qui commence très tôt. Et il y a les journées de mai-juin avec trois caractéristiques. Le mouvement étudiant lui-même, avec la commune étudiante, qui est véritablement pour moi à l'échelle de l'histoire l'élément nouveau. Ça ne veut pas dire que la grève générale n'est pas importante, c'est pas ce que je dis. Mais l'élément nouveau, en fin de compte, c'est celui-là, c'est pas la grève. Et pour importante que soit cette grève. Donc, l'événement mouvement étudiant, vous apercevez le mouvement social avec la grève générale, et qui se termine par une crise politique avec la victoire du gaullisme. En l'espace de quelques semaines, vous avez l'enchaînement de ces trois crises. C'est assez... Et donc, mai 68, dans ce moment-là, pour moi, ce qui fait l'unité du tout, c'est pas le contenu de la parole, parce qu'il y a de tout, il y a des personnalistes, il y a des gens d'éducation populaire, il y a des marxistes-léninistes, il y a des maoïstes, vous savez, à la Sorbonne, il y a aussi Jésus revient, je ne sais plus, à côté du truc de Mao Tse-tung ou de Lénine, enfin il y a tout, hein. Et tout ça discute, et même à l'ORTF par exemple, là il y a une grève tout à fait intéressante qui réclame la liberté par exemple. Et tout ça est mélangé, Qu'est-ce qui fait l'unité du tout? C'est à mon avis moins le contenu particulier de la parole, c'est-à-dire chacun peut dire, mais moi alors j'ai vu souvent ça, moi c'est pas vrai, j'ai pas vu comme ça parce que j'étais là, moi c'est pas vrai. Alors, c'est votre espérance, c'est pas la mienne. Mais qu'est-ce qui fait l'unité? C'est la catharsis. C'est-à-dire, c'est la parole multiforme qui, dans ce moment particulier de l'histoire, a besoin de s'exprimer et une espèce d'affirmation d'autonomie de la société par rapport à qui va d'ailleurs remettre en cause l'État, mais ça on y reviendra. Donc voilà en gros, si vous voulez, mes hypothèses. Je termine sur une différenciation entre, qu'entend-on par extrême gauche ou gauchisme? On entend traditionnellement les groupes d'extrême gauche, selon le modèle de la révolution qui avait eu lieu antérieurement, mais il y a un autre type de gauchisme que j'ai appelé en même temps, le gauchisme culturel. Par gauchisme culturel, c'est quoi ce gauchisme culturel? C'est un gauchisme un peu particulier qui opère un déplacement de la lutte de classe, de la question sociale et de la lutte de classe, vers les questions dites sociétales, avec des thèmes qui sont centraux, la sexualité, le féminisme et l'écologie, dans les années 70, l'école et l'éducation des enfants. Ça, c'est un premier point. Donc un déplacement, si bien que la démarcation de l'ennemi de classe, c'est plus l'ennemi de classe,
celui qui est ringard du point de vue des mœurs, c'est pas tout à fait la même chose, ou qui ne suit pas les évolutions sociétales, vous voyez. Et ça, je dois dire qu'il y a quand même de beaux restes, enfin, bon, aujourd'hui. Alors ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est qu'il ne prend pas, à la différence de l'extrême gauche traditionnelle, le modèle de la prise du pouvoir politique par les armes. Alors que tous les gauchistes, l'extrême gauche, les Mao, appellent à l'insurrection armée. On a dit, et ça c'est un truc à la révolution, le prolétariat, etc. C'est pas du tout ça. C'est que la façon dont on va changer la société, c'est pas directement par la prise du pouvoir politique de façon violente. C'est à l'intérieur même des sociétés démocratiques changer les mentalités et les mœurs. Je dirais, par quoi? Par la pression de l'opinion, par des expériences alternatives qui travaillent la société, par les nouvelles formes d'éducation des enfants. Il y a une attention très particulière qui est donnée à l'éducation des nouvelles générations. Vous voyez, c'est pas la conception léniniste, c'est autre chose. Et je dois dire que, à mon sens, ce gauchisme culturel, je dirais presque que c'est lui qui l'a emporté. Alors on a dit, ah ben c'est une bonne chose, pourquoi? Parce que ça aurait été les maoïstes, les léninistes, d'ailleurs ils n'avaient pas de chance de gagner dans une société comme la France, à mon avis, ça c'était complètement... On ne pouvait pas, surtout une société de consommation et de loisirs, rejouer, vous voyez, la grande marche maoïste, quand vous lisez les textes maoïstes de l'époque, par exemple, j'ai lu dans un grand quotidien du soir, il y a une page entière, ou je ne sais plus, sur la gauche prolétarienne. Mais enfin, il faut quand même dégonfler un peu les choses. Alors, moi, je les ai relus, le crayon à la main, ces trucs, j'ai cru. Mais excusez-moi, mais c'est un peu ridicule. La petite guerre maoïste qui prend les cafés pour encercler Billancourt, qui joue à la guerre populaire comme la guerre des paysans. Et alors, on célèbre ça encore, les héros de... Alors, on a dit, bon, bah tant mieux, ceux-là, ils ont perdu. D'ailleurs, ils ne pouvaient que perdre. Mais c'est pas parce que ce gauchisme-là, si vous voulez, a perdu, qu'il n'y en a pas un autre qui est arrivé. Et celui qui a pris à partir de la seconde moitié des années 70, c'est ce que j'appelle le gauchisme culturel. Et pourquoi gauchisme? Parce qu'il se mélange avec une mentalité de l'extrême gauche, dans la logique, si vous voulez, de rupture radicale. Mais eux, ils disent, on va parler de changement de civilisation. J'aimerais bien d'ailleurs vous retrouver une citation, on parle de changement de civilisation, et changement radical des mentalités. Changement radical des mentalités par la pression de l'opinion, on dirait presque les médias, mais ils vont arriver plus tard, ils vont pénétrer plus tard, à partir de 80. Ça, je vais vous donner un exemple très concret. Dumont, René Dumont, vous savez, je ne sais pas si vous avez connu, le premier candidat écologiste en 1974. Alors là, c'est tout à fait la version du gauchisme d'extrême gauche des lendemains qui chantent. C'est la vision noire. La course à la mort est déjà engagée. Nos chances de survie s'amenuisent chaque jour. Vous voyez, c'est une petite musique qui est déjà là. 74. Enfin, il ne fera pas beaucoup parce qu'il fera 1,22% des suffrages exprimés à l'époque. Et Arlette Laguillet fait encore mieux, elle fait 2,36. Mais bon, la course à la mort est déjà engagée. La terreur de l'an 1000 trouve à la fin de ce deuxième millénaire une curieuse résonance qui cette fois n'a plus rien d'irrationnel. Je continue. Et à l'époque, il y a des restes de la fascination du modèle chinois dans le texte de René Dumont, écologiste. Pourquoi? Parce que c'est une nouvelle fois, il y a une remise en cause de la séparation travail manuel et travail intellectuel, et il y a la lutte contre l'égoïsme. Et l'écologie, c'est aussi la lutte contre l'égoïsme. Alors comment va-t-on arriver à cette société future? Eh bien, il cite, l'éducation permanente repensée doit produire un homme nouveau. L'éducation nouvelle. Et il parle de nouvelle foi sécularisée, et il s'agit d'agir sur les esprits par la pédagogie. Et la pression organisée de l'opinion publique vers la lutte contre toutes les formes de gaspillage et de pollution. C'est quand même extraordinaire, 74. Alors je vais vous rajouter quand même le dernier texte. La famille nombreuse dans la société future écologique, il serait bientôt déconsidérée avant même d'être pénalisée puis interdite. C'est quand même extraordinaire comme chose. Et ça, c'est je ne me trompe pas, 74. Vous voyez, c'est la famille nombreuse, voilà. Alors, les nouveaux éducateurs, je cite, devront susciter dans les masses l'acceptation des nécessaires disciplines. Je crois qu'on y est, si vous voulez.
Parce que alors là, bon, je ne peux pas m'empêcher de reciter encore ce monsieur. Chacun devrait plus vite prendre conscience de ses responsabilités. Tous ceux qui s'accrochent aux privilèges de la société de consommation, qui refusent les réformes des structures indispensables à la justice sociale à l'échelle mondiale et à la survie, peuvent être considérés comme des assassins des plus démunis. C'est formidable. Alors il pose une question redoutable, il la pose à chacun. Voulez-vous risquer d'être traité d'assassin par vos enfants que l'enseignement rénové va rendre plus conscients? Écoutez, l'écologie punitive, la pression, vous l'entendez, vous ouvrez la radio le matin, on y est, vous voyez. Donc voilà, je pourrais vous citer d'autres choses. Alors, j'ai pas le temps, je vais aller à l'essentiel. Il y a un certain nombre de thèmes, je vais juste les citer. Il y a, si vous voulez, ce que j'appelle la marmite bouillonnante du gauchisme primordial, si j'ose dire. C'est-à-dire le moment 68 heures où tout bouillonne, avec l'extrême gauche, les cathos, tout ça, il y a plein de choses. Mais alors, quels sont les thèmes communs? Je vous les dis rapidement, je pourrais les détailler, on reviendra dans le débat. Je pense qu'à travers ce bouillonnement, il y a plusieurs thèmes qui sont problématiques, à mon avis. C'est une certaine vision de l'État et des institutions et de la police. Il y a un thème, alors il y a une répression qui existe, qui est certaine, mais contrairement à la légende des 68 heures, quand vous regardez l'autre côté, parce que j'ai relu aussi les textes de Marcelin, de Pompidou, etc., ce n'est pas vrai que les élites veulent tuer. Alors vous trouvez ça chez les maoïstes, ils veulent tuer. Alors ils s'appuient toujours sur des choses qui sont réelles. Ils les montent en exergue, le moindre fait divers est monté en exergue, la police veut tuer, la police est raciste, ça monte tout de suite. Et ça, c'est quelque chose de... Je ne voudrais pas dire, mais c'était transmis de génération en génération, cette idée quand même. Alors là, la représentation de l'État, évidemment, c'est avant tout répressif, et avec une notion qui arrive très vite, ce que j'appelle le fascisme qui n'en finit pas d'arriver. C'est-à-dire, on annonce déjà la venue d'un fascisme qui est en train de monter, il est toujours en train de monter, il va venir, il va arriver. Alors, à chaque fois, c'est pareil, ça prend des éléments du réel. Sartre, l'État n'est pas fasciste, mais la police l'est déjà. Et sa police l'est déjà, vous voyez. Alors ça, c'est quelque chose qui est commun. Du côté du gauche, ça, c'est l'extrême gauche est très, très marquée là-dessus. Je cite, je n'ai pas trop le temps, mais à Chambéry, par exemple, pour vous donner la mentalité. À Chambéry, je raconte l'anecdote qui était montée par les Mao aussitôt, comme un exemple, ils veulent tuer, la police veut tuer. Il y a un ouvrier qui est un peu saoul dans un café, qui fout un peu le souk, le patron appelle la police, il est embarqué dans un panier à salade, ils le mettent en cage, et il est retrouvé mort, le lendemain. La police tue, elle veut tuer, etc. Et Z à Chambéry. Z, c'était le film de Delta et Havas qui annonçait la venue du fascisme. Et alors, ce qui était assez étonnant, il y avait des contradictions, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a des contradictions dans les déclarations de la police. Ah, c'était le signe qu'ils font. Et il se trouvait qu'il y avait un commissaire de police qui faisait partie du club Jean Moulin, qui était vraiment, d'ailleurs, qui avait soutenu les étudiants, etc., qui a fait une déclaration, il dit, écoutez, c'est pas possible, Z... Mais justement, c'est parce qu'il y a des contradictions dans la déclaration de la police qu'elle aurait voulu vraiment cacher les choses, et elle ne serait pas prise comme ça. Eh bien, il n'y a rien à faire, la police veut tuer. Et Richard Day, qui était un militant maoïste, avait reçu un truc atroce, parce qu'il passait quand même à tabac, il y avait un rapport à la violence qui n'était pas le même qu'aujourd'hui. Mais c'est pas pour ça qu'il voulait tuer, si vous voulez. Et ça, c'est un truc qui s'est transmis. Le deuxième grand thème avec le fascisme. Le deuxième grand thème du gauchisme qui se dégage, cette marmite bouillonnante, c'est une histoire très pénitentielle de notre pays, de l'Europe et d'Occident. Alors ça commence à un grand déballage dans l'extrême gauche. Alors je ne peux pas reprendre tout. Marcelin, analogie avec Pétain et Hitler. Il est vrai qu'en 68, de façon caricaturale, De Gaulle, on avait mis un masque à De Gaulle, on tirait le masque et c'était Pétain derrière, Franco, etc. Là, c'était de la provocado, quoi. Vous voyez, caricatural. Mais Marcelin, évidemment, est comparé. Maurice Druon, quand même. Un des auteurs du Chant des partisans, par les trotskistes. Alors, il succède au ministère de la Culture. Il est comparé à Goebbels. Non, mais, alors, je vous cite quand même, quand je parle d'idées folles, vous voyez, même si c'est des militants politisés.
En quoi Druon est-il différent de Goebbels? Eh bien, c'est très simple. En ceci qu'il vient trop tôt pour tirer sur les écrivains et les artistes pour lesquels il manifeste déjà tant de haine. Qu'est-ce que vous voulez prendre de ça? Quand je vous disais, c'est quand même énorme, vous voyez? Ben, à l'époque, Alors, en plus, alors là, les guerres coloniales, c'est pas que la France, on n'a jamais fini avec ces guerres coloniales, mais c'est pas simplement, c'est que les guerres coloniales, elles ont quasiment lieu à l'intérieur du pays, si vous voulez. Hein. Alors, les analogies, évidemment, la guerre d'Algérie est très proche. Raymond Marcellin, toujours les trotskistes de la Revue Rouge, avec la mise en place de l'îlotage dans les quartiers, ne va-t-on pas vers une nouvelle bataille d'Alger? Je sais pas, c'est le trotskiste, c'est les trotskistes. C'est quand même assez extraordinaire, parce que tout le monde dit, alors on parle des trotskistes, mais il faut voir ce qu'ils ont raconté, il faut aller au ras des pâquerettes, aller voir les choses, il ne suffit pas de dire, ils étaient généreux, d'accord, il y a eu quelques erreurs, mais il y avait des idées folles et des conneries, enfin, je veux dire, il faut l'affronter, ça. Alors bon, je passe. Alors, bon, d'ailleurs, je vous signale que du côté du gauchisme culturel, je vous citerai deux chanteurs. Je vous avais connu la chanson de Maxime Le Forestier qui s'appelait Parachutiste. Oui. Là, tout est dit dans Parachutiste. Après, alors, tu torturais en spécialiste parachutiste. Plus de tuerie, plus de combat, que vas-tu faire? C'est peut-être ça. C'est peut-être pour ça que tu as les yeux tristes, parachutiste, mais si tu es vraiment trop gêné d'être payé à ne rien faire, tu peux toujours te recycler chez tes petits frères. Je crois qu'on engage dans la police parachutiste. Voilà, donc, alors, là aussi, les éléments du réel, le sac, ça existe. Les anciens d'OAS qui pénètrent le sac, ça existe. Mais voyez comment tout ça est monté en disant, bah finalement, c'est la même chose qu'avant. Eh ben non, il y a quelque chose qui échappe à ça. Dernier chanteur, qui avait, quel âge il avait? 14 ans en 68, il s'occupait de la crèche de la Sorbonne. Alors, peut-être pas tout vous lire. La France est un pays de flics, à tous les coins de rue, il y en a 100 pour faire régner l'ordre public, ils assassinent impunément. Je ne sais pas si vous connaissez cette chanson très connue. Je ne résiste pas, le fascisme et la gangrène à Santiago comme à Paris. D'ailleurs, c'est fait sur le rythme est très entraînant hein, de cette chanson. Alors, je ne résiste pas, nous sommes en décembre. En décembre, c'est l'apothéose, la grande bouffe et les petits cadeaux. Ils sont toujours aussi moroses, mais il y a de la joie dans les ghettos. La terre peut s'arrêter de tourner, ils ne rateront pas leur réveillon. Moi, je voudrais tous les voir crever, étouffés des tonnes de marins. Voilà. C'est une certaine vision de la France. Évidemment, c'est Renaud. Mais je vous signale, ça, c'est le gauchisme culturel. Mais qui va pénétrer, parce que c'est à la fois la chanson, l'ironie, la provocation, mais ça diffuse des représentations qui vont imprégner les nouvelles générations. Moi, personnellement, je préfère, je ne sais pas si vous connaissez dans le genre, Dutronc, Merlin France. Et dont le refrain, c'est cacaboum, Merlin France. C'est tout ce qu'il dit. Mais là, c'est un autre humour, complètement déjanté, qui parle. Là, c'est un humour qu'on va retrouver, qui n'est pas vraiment, c'est de l'humour un peu sinistre, un peu dur, qu'on retrouve presque dans un certain nombre de comiques aujourd'hui dans les radios, vous voyez. C'est pas de l'humour, c'est un truc très dur, on cherche l'ironie, c'est un peu, il y a un côté très, très noir, voilà. Alors, je ne parlerai pas des utopies là, de mai 68, on pourra en discuter. Il y a un autre héritage qui me paraît très important, qui est la valorisation du vécu, de la subjectivité débridée, comme marque de l'authenticité, opposée à la raison et à la rationalité. Et ça apparaît assez vite dans le mouvement des femmes. Je peux vous lire une citation. Les situationnistes aussi étaient beaucoup dans cette dimension du vécu, par rapport aux idées abstraites aliénantes. L'authenticité de la révolte du vécu vaut 10 000 discours politiques, c'est ça le fondement. Avant on disait, si vous faites de la politique, on ne fait pas de la politique avec des sentiments, surtout avec des bons sentiments. Ben là, il y a un renversement qui va s'opérer. Il est évident, je cite, que dans notre culture masculine, on présume que les sentiments sont des choses que les gens devraient dominer. Et on accuse la femme d'être victime de ces sentiments. Nous préférons dire que les femmes ont toujours été proches de leurs sentiments plutôt que dominées par eux, et que le fait qu'elles soient proches d'eux a fait leur grande force dans le passé et l'assurera dans l'avenir. Et là, il y a une nouvelle façon de subvertir la politique, par le vécu, par l'expression débridée du vécu. Et je vous signale, là c'est encore joyeux. Vous voyez, c'est le déballage. C'est pas encore la victime.
mais c'est déjà le vécu et l'authenticité de la parole qui est déjà en œuvre sur ce point. Alors, pour terminer, je vais aller très vite. Le dernier moment de cette révolution, enfin le dernier moment, il y a eu encore des effets après, mais le moment, à mon avis, capital, après mai 68, c'est ce que j'appelle l'institutionnalisation du gauchisme, par la gauche au pouvoir. Alors, comment ça s'est fait? Eh bien, antérieurement, le gauchisme, qu'on soit d'accord ou pas, y compris le gauchisme culturel, était un mouvement de contre-culture autonome au sein de la société, qui luttait contre l'État. Bon. Et qui voulait transformer les mentalités, mais qui renversait des tabous, d'ailleurs, ou des interdits qui étaient réels. Hein. Il y avait une transgression, je dirais une transgression que j'appelle jubilatoire. Je donne des exemples, c'est très bizarre. Un nihilisme dynamique avec transgression jubilatoire. C'est-à-dire qu'il y avait une certaine joie à transgresser pour une bonne raison, c'est qu'il y avait de quoi transgresser, si vous voulez. Il y avait des interdits, il y avait des tabous, et il y avait des élites qui faisaient quand même un peu encore face. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas si démagogiques aujourd'hui vis-à-vis des jeunes. Enfin, il fallait quand même, et quand vous militez, il y avait quand même, vous risquez, si vous alliez au bout d'une certaine logique, vous risquez la prison. J'avais des camarades qui ont été en prison, enfin bon. Qu'est-ce qui se passe à partir des années 81 ? Ben, je pense que, alors l'hypothèse que je fais depuis un moment, c'est que la victoire politique de Mitterrand a lieu sur fond de crise de la doctrine socialiste issue du XIXe siècle. C'est ça. La victoire politique et défaite culturelle. Comme avait dit d'ailleurs Mendès France à son Grimbac, qui faisait partie des Maurice de Vive la Révolution, il avait dit « Vous avez perdu politiquement, mais vous avez gagné culturellement ». Et donc, sur la base de cette crise de la doctrine, au moment même d'ailleurs, en 83-84, changement de ligne politique par le tournant de la rigueur, le gauchisme culturel va servir de substitut et d'opération, va être instrumentalisé par Mitterrand. Alors on pourrait prendre un certain nombre d'exemples, et beaucoup de militants vont se reconvertir dans le journalisme militant de gauche à ce moment-là, voyez. Et c'est un moment, à mon avis, capital. Pourquoi ? Parce que le pouvoir va lui donner les moyens de son hégémonie. Et la contre-culture va s'ériger en doxa. C'est pas pareil. En doxa venant d'en haut. C'est ça le paradoxe. Vous voyez ? C'est ce qui était une contre-culture, ce qui avait une dynamique propre, ça va venir d'en haut. Bon, alors évidemment, l'exemple classique, c'est Jacques Lang, encore qu'il faut regarder de très près, mais c'est pas simplement ça. C'est beaucoup plus général. Un des exemples clés, c'est le SOS Racisme, à mon avis, le changement qui s'opère là. Pourquoi ? Alors au départ, il faudrait parler de la marche des beurs, parce que la marche des beurs, c'était avec la volonté d'intégrer, au départ, si vous regardez, à partir d'un certain nombre de faits bien réels de la police, la région lyonnaise notamment. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Le mouvement a été très vite instrumentalisé, SOS Racisme a été quand même lancé avec le soutien de Mitterrand, et là il y a un changement de perspective. Pourquoi ? Si vous prenez l'antiracisme ancien de mai 68, c'est un antiracisme à visée universaliste. C'est-à-dire que, et si je prends par exemple la question des travailleurs immigrés, des immigrés, à l'époque, en 68, c'est travailleurs immigrés, travailleurs français, même combat. Même combat. C'est pas immigrés, détaillés, etc. C'est pas la même logique. Là, qu'est-ce qui se passe ? Progressivement, avec la mise en place du slogan Black, Blanc, Beurre, on rentre dans une logique ethnique et communautariste. Ce qui n'était pas, alors là, le cas, véritablement, du mouvement 68ard au départ, vous voyez ? Et c'est un tournant, à mon avis, extrêmement important. Il y a un livre que je trouve assez clair, de Geoffrin, en 1987, Un coup de jeune. Qu'est-ce que dit Geoffrin ? Il avait 16 ans en 68. Il dit bien, il le dit explicitement, nous sommes les nouveaux héritiers des 68ards. Ils se sont trompés par l'idéologie révolutionnaire. Vous voyez ? Un héritage débarrassé d'idéologie, mais qui garde un contenu moral, qui maintenant prend un contenu moral. Méfiance à l'égard des pouvoirs, individualisme, solidarité élémentaire, antiracisme, défense des exclus. Et il parle de deux choses importantes, la morale, de trois choses. La morale, les valeurs, l'émotion et le droit. Et là, l'institutionnalisation du gauchisme
par la gauche va lui donner les moyens de son hégémonie, il va même le financer, et vous avez là, à ce moment-là l'hégémonie par les médias, la pénétration des médias qui va devenir très importante. Mais en même temps, vous avez vu la transformation que ça suppose par rapport au premier moment. Donc voilà, alors j'ai terminé, je vous ai fait tout un parcours qui paraît peut-être un peu pessimiste, mais pour montrer que finalement entre le présent, entre le passé, c'est étonnant quand vous lisez ça de près, dans le livre les gens m'ont dit, mais alors on n'aurait pas cru, parce que ça s'est transmis de façon inconsciente par couche, c'est plus les mêmes acteurs. La grande différence, on y viendra, par rapport à aujourd'hui, c'est que la période historique n'est plus la même, c'est plus les 30 Glorieuses, c'est plus l'avenir qui chante ou la société future, c'est complètement sinistre. C'est-à-dire que c'est la catastrophe écologique qui vient, c'est un présent qui est marqué par des risques de guerre. Il n'y a plus, si vous voulez, ce nihilisme transgressif, un peu joyeux presque, j'allais dire. Et d'ailleurs, quand vous voyez les manifestations, je ne vais pas prendre des exemples, alors vraiment l'humour c'est complètement fini là. C'est une prise au sérieux absolument terrible. Et d'autre part, les acteurs ne sont pas les mêmes. En deux mots, ma génération était encore la génération du livre. Bon, c'est comme ça, j'y rajouterai le cinéma. Plutôt cinéma tendance à essai d'ailleurs. Et puis, j'y rajouterai un troisièmement, le rock. Vous voyez, là, en ce sens, c'est une génération qui a un pied dans l'ancien, y compris qui remonte très loin du point de vue de la filiation française, avec l'importance accordée à la philosophie, à la littérature, à l'histoire, et en même temps, un pied dans le nouveau, avec un hédonisme nouveau, vous voyez. Mais on n'était pas, pour reprendre une émission, les enfants de la télé. Les étudiants ne regardaient pas la télé. Regardez pas la télé, et encore moins les enfants des réseaux sociaux, vous voyez. Et ça c'est un point, donc les acteurs ne sont plus les mêmes. Dernier point aussi qui va de pair, c'est qu'à l'époque, il y avait au moins dans le gauchisme révolutionnaire une recherche impossible de filiation. Il y avait une dimension d'histoire, les luttes ouvrières et les luttes de la résistance, qui étaient mises en avant, chez les Mao tout particulièrement, j'en parle dans mon livre. Donc il y avait une recherche de filiation impossible d'ailleurs, parce qu'on était dans une nouvelle société, et que la classe ouvrière, comme dirait l'autre, n'était plus du tout ce qu'elle était. Et puis, dernier point qui est quand même important, ce n'était pas victimaire. C'était tout sauf victimaire, c'est ça. Maintenant, c'est victimaire avec une demande à l'infini de droits. S'adresser à l'État à l'époque pour lui demander des droits, c'était hors champ. Donc, vous voyez, si vous mettez en perspective présent-passé, vous voyez qu'il y a un héritage qui a été transmis, je dirais même des structures mentales, presque, dans l'abord du réel, dans l'abord de la société, et en même temps, c'est à la fois semblable de ce point de vue-là, dans un contexte totalement nouveau, avec des acteurs nouveaux, et je dirais dans une situation qui ne ressemble plus à celle qui était... Alors on pourrait parler des woke, je m'arrête là, mais pour moi c'est vraiment la fin, j'appelle ça un gauchisme abattardi et émietté. C'est-à-dire qui n'a plus de... qui véritablement n'a pas de projet, enfin je veux dire, qui est contre, etc., mais où le nihilisme, on est passé, si vous voulez, du nihilisme actif dans le renversement du Weller à ce que j'appellerais un nihilisme d'affaissement, qui continue, mais pas du tout avec la même dynamique qui a pu exister dans le premier moment de ce nihilisme. Et n'oublions pas qu'entre les deux, il y a eu l'institutionnalisation de ce gauchisme, et je dirais presque du nihilisme, et pour moi les lois sociétales ont à voir avec la révolution culturelle et le gauchisme culturel. Voilà. Merci. Merci Jean-Pierre. Le débat est ouvert. Je vous en prie, Pierre-Henri. Oui, alors vous avez fait allusion dans votre exposé à un mai 68 qui est en fait pluriel. Vous êtes concentré sur les 68 étudiants en évoquant la gauche maoïste qui en fait n'a pas pris, parce que c'était déjà trop tard, est-ce que celle qui a donné naissance au gauchisme culturel. Mais à côté de ça, il y avait quand même aussi le mai 68 des ouvriers, avec des accords de Grenelle. C'est ça, j'ai eu un doute. Les accords de Grenelle, donc des avancées sociales derrière. Un petit peu plus loin, enfin, à la fin de votre exposé, vous revenez sur les années Mitterrand
avec le tournant de la rigueur et le choix qui est fait finalement de remplacer la gauche économique par une gauche qui serait une gauche sociétale, donc héritière de ce gauchisme culturel. Alors ma question c'est, qu'est-ce qui se passe dans les années 70 finalement? Est-ce que le choix de Mitterrand, c'est vraiment un choix d'opportunité et en fait c'est ça qui a fait la victoire sur le long terme du mai 68 de gauchisme culturel? Ou est-ce que là encore, dans les années 70, la bascule ne s'est pas faite et qu'en fait le Mitterrand n'a fait qu'entériner? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui. Alors quels sont les éléments pour vous qui ont motivé le choix de Mitterrand de substituer le sociétal à l'économie? Oui, mais je dirais qu'il y a les deux éléments que vous avez dit ne sont pas contradictoires. C'est-à-dire qu'il y a une évolution de la société elle-même, si vous voulez, sur laquelle s'appuie le gauchisme culturel et pousse à l'extrême un certain nombre d'évolutions. Ce n'est pas le féminisme ou l'écologie qui est en cause. C'est la façon dont l'écologie et le féminisme est pris par le gauchisme post-68 art. C'est-à-dire qu'il s'appuie toujours sur des réalités, des évolutions sociétales, il les pousse à l'extrême et leur donne une portée qui ne va pas de soi. Et avec une volonté de rupture radicale dans le changement de civilisation, qui est affirmée comme telle. On change de civilisation, on va changer de civilisation, on va transformer les mentalités par les moyens que je vous ai dit. Donc il y a une évolution. Mitterrand, sur cette base-là, oui, il y a une dimension, il voit aussi que la société a changé. Simplement, il y a une instrumentalisation, à mon avis, qui à un moment donné existe, au moment où ça devient de plus en plus incohérent. C'est-à-dire qu'on parle en même temps, mais on a changé, mais l'objectif du société... L'objectif est toujours le même, mais c'est pas une parenthèse, comme disait Giscard d'Estaing. Mais on a changé tout en changeant sans changer vraiment. Là, ça commence à être difficile sur le changement de politique économique. On est toujours socialiste, on a toujours la même chose, mais la politique économique n'y ressemble pas. Dans ce moment-là, c'est à ce moment-là, et en plus au moment où les gauchistes une bonne partie des gauchistes va relier Mitterrand quand même. Cette génération, une partie de cette génération va arriver au pouvoir. Et d'ailleurs, Mitterrand va les pousser un peu contre les barons, ce qu'on appelle les barons à l'intérieur du Parti socialiste. Je sais que par exemple, quelqu'un comme Martine Aubry a vu arriver les trotskistes en particulier, sont rentrés Mélenchon, pas Mélenchon, l'OCI, c'était la pénétration du Parti socialiste, etc. Donc il y a une instrumentalisation par Mitterrand. Mais je pense que, moi je n'ai pas connu personnellement Mitterrand, mais je me rappelle, il était interviewé à un des moments de ce basculement, il a été interrogé par, je ne sais plus comment s'appelait ce journaliste, où il parlait branché. Je ne vais pas parler branché, il parlait jeune. Yves Mourouzi. Oui, c'est ça, voilà, c'était Yves Mourouzi à l'époque. Et là, avec un journaliste qui s'asseyait, en même temps il était conscient, parce que c'est pas un gauchiste Mitterrand. Et pour moi, le moment clé, c'est quand même l'ostracisme. C'est-à-dire que là, on change de registre dans l'antiracisme. Et là, on passe à autre chose. Là véritablement, c'est là aussi le showbiz. Il y a les journalistes militants, il y a le showbiz. Être militant, c'est plus comme avant. Si vous participez à un concert pour la fin dans le monde avec un groupe, vous militez, tout se mélange, si vous voulez. Vous voyez, c'est très différent du modèle militant post-68. Et donc là, il y a véritablement, je pense qu'à partir de là, le pouvoir politique va donner les moyens de l'hégémonie du gauchisme culturel. Et il va même le financer. C'est ça le paradoxe. Ça le paradoxe. Sur fond de crise de la perspective socialiste, si vous voulez. Parce que c'est toujours ça. Oui, je vous en prie, j'aurais beaucoup à dire. Cette question de SOS Racisme, etc., on en a parlé l'année dernière avec Marcel Gauchet quand il a présenté le livre de Paul Lyonnais. Donc on a eu tout un débat là-dessus. Comme on a bien connu cette époque-là et ce monde-là, on avait développé un certain nombre d'idées. Mais je ne veux pas, je vous laisse intervenir, poser des questions. Avant, il y avait eu le rôle de Maurice Clavel qui pour nous était très important et a empêché les maoïstes justement de devenir. Oui, alors sur Maurice Clavel, parce que j'ai un chapitre que je n'ai pas pu mettre dans mon livre,
qui s'appelait les chrétiens dans le tourbillon, j'avais appelé ça, dans la tempête. C'est assez étonnant, mais je pense que le rôle des chrétiens a été assez important. Après Vatican II, d'abord il avait été important dans la modernisation même de la France, puisque par exemple si vous prenez toutes les associations, jeunesse agricole chrétienne, jeunesse étudiante chrétienne, JOC, etc., c'était des éléments très importants. Simplement, alors là aussi, sur le moment, comment ils ont conçu l'événement. C'était le moment de la Pentecôte. L'esprit soufflé, c'est comme ça que c'était eu. Quand je vous disais que chacun projetait sur l'événement, sa propre... Et chez Clavel, c'est ça. C'est ça. Même Cohn-Bendit, avant même, il a une vision de Cohn-Bendit que je trouve un peu idéaliste. Je ne dirais pas que c'est Jeanne d'Arc, mais il y a quand même cette vision un peu de Cohn-Bendit. Et puis de cette jeunesse, il revit aussi. Quand je vous disais, c'est leur seconde jeunesse. Et chez Clavel, c'est aussi très présent. Vous voyez ? Et c'est formidable, et en même temps, il va accompagner les maoïstes et les empêcher de verser dans le totalitarisme. C'est un élément qui a pesé. Voilà, c'est ça. Mais chez les chrétiens en général, il y a quelqu'un d'autre qui a beaucoup pesé, qui était de Certeau. Le jésuite, alors la fameuse formule, on a pris la parole comme on a pris la Bastille. Enfin, j'ai regardé aussi de Certeau. De Certeau, c'est quelqu'un qui était très marqué par les sciences humaines, avec un langage assez caractéristique des sciences humaines, consistant à, il y a quelque chose de nouveau qui apparaît, il y a une poétique de la parole, il y a une ère nouvelle qui arrive, on ne sait pas trop comment elle va se traduire, mais il y a quelque chose qui se passe. Et n'oubliez pas qu'il a fondé, avec Lacan, l'école freudienne de Paris. C'est quelqu'un qui est très, très marqué par les sciences humaines. Et dans les sciences humaines, il y a quelque chose d'extraordinaire en relisant mes notes et tout, c'est que je trouve qu'il y a un langage très particulier, qui est une forme de... On tourne autour du pot. Comment vous expliquer ça ? Mai 68, il y a quelque chose de neuf, c'est quelque chose d'inédit. On n'a pas encore pensé le phénomène, il s'agit de penser. Bien sûr, beaucoup de choses ont été dites. Et à chaque fois, vous êtes renvoyé, c'est comme dans un séminaire de Lacan, c'est très compliqué. Les gens prennent des notes, en plus il y a des mots en allemand, on ne comprend pas tout. Donc, et surtout quand vous n'êtes pas un but de sciences humaines, il est plus intelligent que moi, donc il doit y avoir quelque chose de très compliqué. Mais alors la suite au prochain séminaire. Et à chaque fois, on attend, vous savez, le grand autre, enfin je peux vous parler de Lacan, j'ai relu, j'avoue que je sais qu'on a passé beaucoup de temps, notamment en Lacan, à décrypter les maîtres comme ça. Je ne parle pas d'Althusser, que je cite largement. Hein. Et on est crayon à la main, c'était toujours plus compliqué. Et je dirais qu'il faut faire attention, parce qu'il peut y avoir une forme de complaisance dans l'obscur, si je veux dire. La complaisance dans l'obscur avec effet de profondeur pour les néophytes. Et on peut jouer tout à fait là-dessus, parce qu'on n'a pas tout compris. On ne va surtout pas chercher à expliciter, parce que là, ça serait trop trivial. Donc il faut rester à un certain niveau de hauteur, dans lequel on ne comprend pas trop. Moi, j'ai pratiqué ça à l'époque avec les sciences humaines. Et donc, si vous voulez, et de Certeau, il y a quelque chose de cet ordre-là. De même que, alors, Lacan, qui était quelqu'un d'absolument fascinant, je ne vais pas remettre en cause l'ensemble de sa théorie, mais j'ai relu. Je dois dire que quand même, c'est assez obscur. Et où vous rentrez dans le cercle. À ce moment-là, vous êtes entre initiés. Mais, comme disait mon ami défunt Alain Besançon, vous êtes dans le cercle ou vous êtes à l'extérieur. Vous ne pouvez pas être entre les deux. Soit vous êtes, il comparait ça à une gnose, c'est-à-dire un savoir pour initier. Et que ce soit le marxiste-léniniste ou la psychanalyse avec le côté obscur, là vous entendez entre vous, c'est-à-dire le nombre de bouquins, par exemple, de commentaires de Lacan que j'ai retrouvés, c'est absolument extraordinaire. Excusez-moi, qu'est-ce qui va en rester ? Qu'est-ce qui reste de ça ? Mais il y avait cette espèce de parole avec toujours, on aura la réponse au prochain séminaire. Là, on va enfin sortir le lapin du chapeau, mais on tourne autour du chapeau très longtemps, on ne sait pas trop. Je vais vous donner un autre exemple de cette époque de Certeau. C'est paradoxal, j'ai regardé un peu la dimension religieuse. Va se mettre en place une dimension dans ces années-là, 60-70, après où le sentiment, les dogmes
les dogmes, parce que si vous prenez le catholicisme, c'est pas simplement un catholicisme sentimental. Il y a un certain nombre de dogmes de la foi dont Benoît XVI a parlé, qui sont quand même... C'est plus ce qui va tellement compter. Ce qui compte, ça va être le ressenti. Le ressenti avec quelque chose d'assez obscur. On va vers les mystiques, on ne va pas vers simplement les dogmes. Et à la limite, je vais vous dire une chose, en regardant un certain nombre de textes, je me suis dit, mais il y a une espèce de paradoxe qui va se développer du côté de la religion chrétienne. Plus je doute, plus j'ai la foi. Plus je doute, plus c'est un signe de la foi. Ça devient très paradoxal, vous voyez, un espèce d'agnosticisme à mystique, sur lequel d'ailleurs vont se brancher aujourd'hui beaucoup de spiritualité diffuse, si j'ose dire. Mais il y a ce moment-là au sein du catholicisme qui, moi, m'a beaucoup frappé. Plus vous doutez, plus c'est vous technique, croyez. c'est la nuit de la foi, c'est un moment supérieur. Oui, voilà, exactement. Ou alors, avec les principes, on va appeler ça la théologie négative. Vous voyez, je n'ai pas le temps, mais je pense que Heidegger et sa question de l'être très énigmatique, dans lequel on ne sait pas ce que c'est, etc., a joué aussi beaucoup. Vous voyez, si vous mettez Heidegger, Lacan, Althusser ou d'autres, vous avez tout un langage très abstrait, dans lequel on a passé beaucoup de temps. Peut-être qu'on apprend à penser aussi à travers ça, c'est possible. Hein. Mais je dois dire que le rapport avec le réel de tout ça m'apparaît aujourd'hui assez problématique. Voilà. Aujourd'hui, parce qu'à l'époque, je trouvais ça vraiment intéressant. Oui, là. Bon. Yves, vous voulez parler avant moi, peut-être? Non, j'avais une question, mais je... Oui. Non, en pensant au gauchisme culturel, je repense à Roland Castro, que nous avons bien connu. Roland Castro avait créé le groupe Vive la Révolution, donc c'était ce qu'on appelait un Mao Spontex, voilà. Pas comme vous. Vous étiez du PCMLF, oui, mais de l'appareil clandestin. Mais avant, je me souviens, j'ai connu le VLR. Oui. On les applaudissait quand ils arrivaient, mais enfin, ils peur aussi. Non, mais là, j'ai bien connu. Alors justement, Roland Castro et quelques autres ont eu un chemin tout à fait différent du gauchisme culturel, d'ailleurs vous aussi. Marcel Gauchet, Blandine Kriégel, qui était également maoïste à l'UJCML. Prenons Blandine Kriégel, qui a enseigné ici pendant 30 ans et qui continuera. Elle est devenue historienne de l'État, de la République, de l'État, etc. Bon, quand même, et c'est Foucault qui l'a mis sur le chemin parce que c'était elle avait fait son premier livre avec Foucault, pas du tout dans ce domaine. Ouais. Roland Castro, qui lui a été psychanalysé par Lacan, qui était très lacanien dans sa démarche, etc., est devenu un architecte qui avait des idées. J'ai relu ses livres cet été, j'en ai fait quelques articles. C'est extrêmement intéressant parce que c'est plus le gauchisme culturel, c'est une pensée politique de l'urbanisme. Bon. Et avec la dimension symbolique, etc. C'est pour ça qu'on s'entendait très très bien avec Roland, avec Jean-Paul Dolé aussi, qui était également Jean-Pierre Le Dantec, tous ceux qui ont été des leaders. Dolé, qui ont complètement oublié maintenant et qui est mort il y a quelques années, a été un des jeunes philosophes phares du quartier latin dans les années 68. Jean-Pierre Le Dantec est devenu un grand architecte. D'ailleurs, il a publié un livre assez dur sur la gauche prolétarienne, qui s'appelle, je crois, Les dangers du soleil. Ouais. Il raconte le portrait de Glucksmann, est à mourir de rire. Quand il dit qu'il faut oublier toute pensée, devenir des casseroles sur lesquelles le prolétariat va taper et nous on raisonne, hein, n'importe quoi. Bon. Mais donc il y a toute une fraction de ce gauchisme qui a produit tout autre chose. Il n'était plus gauchiste. Ah, mais en étant plus gauchiste du tout. Non, bien sûr.
Ben voilà, c'est ça la différence, c'est qu'il y en a qui sont restés arrêts sur image, et, si j'ose dire, et il y en a qui ont commencé à revoir les choses et à aboutir différemment. Mais pour moi c'est ça. Mais le fort également, on a reçu le fort, c'était à la fin de sa vie, qui est important dans la pensée du politique. Donc Castoriadis également, il y a eu tout un... C'est pas la même... C'est pas non plus, mais... c'est-à-dire que ça suppose que vous dites, je suis tout à fait d'accord, mais c'est un peu qu'il y a beaucoup d'ex-gens qui venaient du Parti communiste, qui ont été aussi corrompus avec le Parti communiste. Je vais prendre un exemple, qui s'appelle Alain Besançon, de la génération bien avant, qui est devenu un des principaux théoriciens d'antitotalitarisme, à partir de son expérience. Donc chez les ex, je veux dire, il y a une partie de gens, c'est vrai, mais ils sont passés par moi ce que j'appelle l'échec aussi, qui est une forme de l'épreuve du réel. C'est-à-dire que ça ne peut pas fonctionner. Vous êtes confronté quand même à la réalité. La réalité finit par vous rattraper. Et par exemple, si je prends mon cas, mais moi je ne veux pas du tout généraliser, c'est qu'est-ce qui a fait arrêter? C'est pourquoi j'ai arrêté ce délire. Là, je termine en 68, c'est parce qu'on flirtait avec la limite du point de vue de l'affrontement avec la police, comme je l'indique dans mon livre. Et que la police, c'est pas simplement un problème intellectuel. La police nous a fait comprendre que si nous allions plus loin, on a ramassé plein la figure. Je veux dire, bon. Ensuite, je suis parti, moi, dans le Nord-Pas-de-Calais, non pas pour m'établir, mais pour aller rencontrer les camarades ouvriers qui étaient des anciens mineurs sidérurgistes. Il a fallu un certain temps pour que je me rende compte que la classe ouvrière n'était pas ce qu'elle était, n'était plus ce qu'elle était. C'est-à-dire, c'est aussi une épreuve du réel. Ça ne veut pas dire que j'ai pas lié des liens d'amitié avec les ouvriers. J'ai encore regardé des liens, si vous voulez. Mais c'est l'épreuve du réel auquel s'est ajouté, pour moi, à la fin des années 70, la critique du totalitarisme. C'est-à-dire le courant antitotalitaire qui passait notamment par le fort, qui est un élément très... Moi, quand j'ai repris mes études fin 70, j'ai fait mon mémoire sur le concept de totalitarisme chez Claude Lefort. Après, j'ai retravaillé sur la politique, etc. Donc, il y a un travail à la fois d'épreuve du réel et en même temps un travail de critique de ce qu'on a été. Mais ça existe, mais ils existent, mais ils ne sont pas peut-être pas si majoritaires que ça. Tout ce que vous avez dit, c'est quand même, pour moi, des gens qui sont sortis. Yonnet, qui n'était pas du tout Mao, qui était anarchiste, mais était revenu, on était quelques-uns, avec Marcel Boucher aussi. Moi, j'ai commencé à relire Aron, Arendt, tous les antitotalitaires. Moi, j'avais arrêté de lire, sauf la poésie, la littérature, par rapport au truc qui restait pour moi important, qui était souterrain. Mais je me suis remis à lire après cette expérience-là, vous voyez. Alors, premièrement, il y a ça. Deuxièmement, il y a un truc, on était en province. Le fait d'être en province, c'est pas être au quartier latin tout à fait. C'est-à-dire, il y a un rapport qui était même y compris les sciences humaines, aux sciences humaines, où il y avait quand même le quartier latin qui était quand même la référence parisienne. Et, par exemple, chez les Mao provinciaux, si j'ose dire comme nous, je parle par exemple du contact avec les camarades ouvriers de l'usine Gégère, avec des épisodes assez comiques d'ailleurs, c'était pas tout à fait la gauche prolétarienne parisienne. Il y avait un côté complètement délirant, je cite d'ailleurs quelques gars, dans la gauche prolétarienne, on ne trouvait pas ça... c'était le radicalisme petit bourgeois, vous voyez, fallait être beaucoup plus... Et les ouvriers, les établis qu'ils avaient par rapport aux camarades ouvriers que je raconte, ils étaient plus vrais, parce que c'était des vrais ouvriers, ceux qu'on rencontrait vous voyez. Les autres, c'était quand même des établis qui jouaient à l'ouvrier, qui en rajoutaient des tonnes, y compris dans le vocabulaire pour faire peuple, qui était assez insupportable. On n'avait pas besoin de ça, quoi. Et d'autre part, dans cette génération, tout le monde ne s'est pas engagé. Moi, je sais que j'ai rompu avec l'intellectualisme des sciences humaines, alors que d'autres sont restés dans cette logique critique, ils n'ont pas fait carrière, mais c'était les sciences humaines, c'était la philosophie. Moi, ça dépend vraiment des tempéraments. Parce que qu'est-ce qui fait que quelqu'un, dans sa vie, dans son parcours de vie, va vers de ce côté-là? Bien, il y a les origines premières. Moi, il se trouve que j'avais été marqué, par exemple, par le christianisme, avec le personnalisme chrétien, avec une certaine vision du peuple et de l'engagement, par exemple. Et vous apercevez, quand vous reprenez les choses, que
plus ou moins consciemment, ça a pesé. D'autres n'avaient pas du tout ce même rapport. Moi, j'avais besoin, si vous voulez, j'étais dans un tempérament où on pouvait discuter sciences humaines sans arrêt. Et il y a un moment, moi, j'avais plus envie d'aventure et d'engagement un peu violent, enfin, j'allais dire violent, c'est-à-dire se mettre à l'épreuve. Voyez. Mais il y en a d'autres, c'est pas du tout le problème. Et donc, c'est pas les mêmes risques. Et puis, il y en a d'autres qui se disent T68 art, mais qui avaient déjà un projet de carrière. Bon, voilà, maintenant, il dit T68, etc., d'accord, mais enfin. Alors que moi, je faisais partie de la branche qui a versé dans le maoïsme parce qu'il en avait marre d'une forme d'intellectualisme. C'est-à-dire, on n'arrêtait pas de sciences humaines qui allaient révolutionnariser le savoir, enfin, j'en parle dans mon livre. Il y a un moment, on tourne en rond. Je dis, qu'est-ce qu'on fait? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va continuer à être les nouveaux, pas maîtres à penser, les futurs maîtres à penser. Alors qu'on rompt avec l'université. Il y avait un côté fou, un côté aventureux fou. Mais moi, je ne juge pas parce que chacun a son propre parcours personnel, son propre parcours de vie. Mais il y avait tout ça, quand on parle de 68. C'était un mélange de tout ça et assez fraternel, puisque vous étiez dans la mouvance 68 art. Yves? Petite question sur les surréalistes. Vous avez parlé, vous dites pourquoi au fond ça n'a. Quelque part ça a réalisé un petit peu les rêves surréalistes de 68, mais en même temps c'est la fin du surréalisme un petit peu. Alors oui, sur le surréalisme, c'est important. Je parlais des filiations, inconscientes ou pas. Je pense que chez les 68 heures, enfin chez moi en particulier, chez Lyonnais et chez d'autres, il y a une dimension de filiation avec le surréalisme. Rappelons-nous Breton, transformer le monde avec Marx, changer la vie avec Rimbaud. C'est ça le moderne. Il s'est trouvé d'ailleurs, c'est assez marrant, que les 68 heures, enfin à Caen, où je raconte beaucoup de situations concrètes, c'est vrai que avec, je le dis, Lyonnais, Marcel Gaucher, on formait une espèce de groupe très théorique, très intellectuel, mais avec en arrière-fond, je pense, enfin je parle pour moi, une rage. C'était pas simplement un rapport intellectuel au texte. C'était un règlement de compte avec le catholicisme, avec un certain nombre de choses. Et dans la provocation, c'était une arme très importante, les surréalistes c'était une référence extrêmement importante. Et il y avait cette double référence au marxisme-léninisme. N'oublions pas que Breton, c'est l'Alliance avec Trotsky, pour un art nouveau, etc. Éluard et Aragon vont passer au Parti communiste. Vous voyez ? Et il y avait cette double filiation, ce que Aron avait très bien vu à l'époque, dans un livre qui s'appelle L'opium des intellectuels, où il parle d'entre les deux guerres, le mot révolution, en fait, envoyé à deux choses très différentes. D'un côté, la révolte contre la morale, les bourgeois au sens moraux, au sens de la chanson de Brel, les bourgeois c'est comme des veaux, une révolte après la guerre de 14, parce qu'il faut voir le traumatisme de la guerre de 14. Donc une révolte de type existentiel, on pourrait aussi parler, mais c'est un peu avant, du dadaïsme, mais là, plus le surréalisme, plus le marxisme et l'engagement révolutionnaire. Et le situationniste, c'est les héritiers du surréalisme. Ils reprochent quoi aux surréalistes? De ne pas avoir réalisé complètement leur programme, qui était une forme de mise à mort de l'art traditionnel. Il se trouve que les surréalistes ont créé des œuvres, tout en critiquant la notion même d'œuvre bourgeoise, etc. Qu'est-ce que disent les situationnistes? La notion d'œuvre, il faut la faire rentrer dans la vie quotidienne. Il faut créer des situations où on ne peut pas revenir en arrière. Et ça, ça va au-delà du surréalisme, vous voyez? Alors, les surréalistes, pour moi, c'est eux qui ont exprimé le mieux la révolte existentielle de la jeunesse à travers un livre qui s'appelle Le traité de savoir-vivre à l'usage des jeunes générations, qu'on disait ça, qui est, à mon avis, écrit dans un tout autre style et beaucoup plus abordable que la société du spectacle. La société du spectacle, je crois qu'ils en parlaient longuement, je l'ai relu. Je trouve que les situationnistes ont saisi une nouvelle réalité de la société dans laquelle on vivait, qui était la question du spectacle transformé en marchandise, y compris la révolte qui se transforme en spectacle, etc. Ça, ils ont saisi quelque chose de tout à fait inédit. Mais ils l'ont fait, là aussi, relisez, tout le monde se gagarise de Borne, enfin,
relisez La Société du spectacle et expliquez-moi les thèses. En fait, si vous n'avez pas Feuerbach derrière, Lukács, Henri Lefebvre avec la critique de la vie quotidienne, vous ne comprenez pas. Enfin, et c'est une recherche, et ça en impose. Ça en imposé, relisez-le. Je l'ai relu, je dois dire que c'est complètement abscon. Enfin, si vous n'avez pas les clés en arrière-fond, parce que vous arrivez à décoder. Hein, vous voyez, la réification du Lukács, voilà, c'est ça. D'ailleurs, il s'appuyait beaucoup sur critique de la vie quotidienne d'Henri Lefebvre. Mais pour eux, vous voyez, par rapport aux surréalistes, la différence, c'est que l'œuvre d'art, c'est la nouvelle situation que vous créez sur le moment, ici et maintenant. Et la révolution, vous n'allez pas la faire dans le futur. Et avec une dimension de la fête et la transformation des rapports sociaux. Alors à l'époque, les situationnistes ont encore la référence au Conseil ouvrier, qui est quand même extraordinaire. Au Conseil ouvrier, alors bon, à chaque fois c'est en Italie, c'est la vision conseilliste, qui est juste apposée à une culture que je trouve qui exprime au mieux la révolte existentielle de l'adolescence et de la bohème. C'est ça les situationnistes pour moi. Et ils sont à l'origine, alors là je pourrais beaucoup développer, d'un individualisme radical, au moins dans le traité de savoir-vivre à l'usage des jeunes générations. Il y a les situationnistes, c'est des gens, c'est un peu des grands seigneurs, si vous voulez, des anarchistes, individualistes. La filiation, c'est peut-être Bakounine, mais c'est surtout Stirner, je ne sais pas si vous connaissez, qui est un anarchiste individualiste, c'est plutôt ça, avec un sentiment de toute puissance. C'est étonnant, là, je pourrais vous citer les textes de Van Hegen, c'est vraiment la toute-puissance de la jeunesse. On est tout-puissant avec une nostalgie de l'enfance, de la toute-puissance de l'enfance qui apparaît. Pour moi, et vivre sans temps mort, et jouir sans entrave, prendre ses désirs pour les réalités, car je crois à la réalité des désirs, pour moi c'est une des expressions les plus parfaites de la culture adolescente. Alors évidemment, c'est pour ça que bon, mais il restera le traité du savoir-vivre avec un style, c'est ça, c'est un grand style. Vous apercevez que c'est des gens qui sont cultivés, qui sont des héritiers rebelles, mais des héritiers quand même. Je ne sais pas ce que ça devient à travers les générations aujourd'hui. J'ai vu que maintenant il y a une exposition qui a été faite à la bibliothèque Mitterrand sur le situationnisme. Vous voyez? Ben oui. Et d'ailleurs, Debord a terminé comment? C'est suicidé. Tout était spectacle, il n'y avait plus d'alternative. C'est terrible, hein, le tragique. N'oubliez pas non plus que les situationnistes, parce qu'on en fait tout un... il y avait des aspects sectes où ils s'excluaient les uns les autres. Van Hegen, il ne restait plus que je ne sais pas combien de personnes à la fin. Parce qu'il y avait une dimension puriste. Un peu comme... Les surréalistes d'ailleurs. Breton était un peu la même chose, le grand chef des surréalistes, les uns les autres. Voilà, donc voilà un peu la différence, mais en même temps la filiation. C'est-à-dire que c'est une filiation, c'est un peu ça, cette révolution culturelle et ce peuple adolescent, c'est qu'il reprend au moins une partie d'entre ce peuple, parmi le peuple adolescent, il reprend un certain héritage révolutionnaire, esthétique, et il fait basculer vers autre chose. C'est ça. Et la dimension nihiliste fait que, alors il va y avoir des œuvres, après vous avez parlé des auteurs, sur la base de l'échec de ce mouvement, en fait, qui va produire des œuvres pour au moins certains d'entre eux. Mais ça débouche sur nulle part. Et en fait, le problème pour moi, c'est la transmission de génération, de nouvelle génération, de ces modes de raisonnement et d'appréhension du réel. Et je pense que c'est quand même quelque chose qui est très problématique et qui a contribué, c'est pour ça que cette révolution de 1789 socio-juvénile a contribué à déstructurer les ressources internes des pays, enfin de la France en particulier. Ces effets sont redoutables. Je ne parle pas de la nation, sur la famille. Vous prenez les vecteurs de la transmission, l'école, la famille, puis vous prenez la nation. Excusez-moi, ils ont été attaqués de front, avec un nihilisme actif à l'époque, jusqu'à un nihilisme d'affaissement. On voit comment, et c'est pour ça que cette révolution de la seconde moitié du XXe siècle, pour moi, est beaucoup plus importante qu'on ne le croit, par ses effets. Alors maintenant où on en est, je pense que
on en est à la fin d'un cycle, peut-être à la fin d'un cycle historique. Alors je sors toujours la formule, excusez-moi, ça n'en finit pas de finir. On dit ça va, c'est pas possible, mais ça continue, il y a toujours quelque chose. Qu'est-ce qui peut arrêter ça? Alors je pense que quand vous regardez d'autres périodes des années 80-90, l'hégémonie du gauchisme culturel est quand même entamée. Il est quand même entamé, on n'est plus tout à fait dans la même période, y compris dans les médias, il y a des contre-courants, il y a des critiques qui sont exprimées, vous voyez. Mais vous apercevez qu'il faut faire attention, parce que, notamment dans les médias, ça donne une vision d'hégémonie du gauchisme culturel qui ne correspond pas du tout à l'état de la société française. C'est ça le paradoxe. Vous avez un ami étranger qui écoute les émissions de certaines radios, certaines télévisions, vous avez l'impression que la France entière est soumise au woke. J'ai vu qu'il y a des... On n'est pas les États-Unis. Je ne dis pas qu'il ne faut pas combattre les woke, mais j'ai du mal, honnêtement, à les prendre au sérieux. J'ai commencé à regarder les choses. Le problème, c'est moins les woke que les élites qui se sont un peu... n'ont pas fait face, ont abandonné. Pour moi, c'est plus la question des élites que des woke, parce que quand vous voyez ces jeunes, ça rejoue un peu ce qu'on a joué dans l'interruption des cours, dans la culture. C'est beaucoup plus du nihilisme pur, si vous voulez. Il n'y a pas de projet, vous ne savez pas où ça va. En plus, ils ont, entre eux, ils s'autodévorent. C'est-à-dire que dans l'intersectionnalité, qu'est-ce qu'on va mettre en avant? Ça, c'est une question passionnante, si j'ose dire, qui donne lieu à de multiples débats à l'intérieur de ce courant. Mais franchement, la France est ailleurs. Je pense qu'il faut faire attention. Alors, la difficulté, c'est, comment vous dire, combattre les woke sans les placer au centre de l'espace public. C'est ça. Parce que sinon, d'une certaine façon, vous les mettez au centre et les woke, à ce moment-là, ont une fonction de diversion par rapport aux gros enjeux qui sont ceux du pays, de l'Europe, du monde. Par rapport aux enjeux géopolitiques, discuter par exemple de madame, comment s'appelle, Sandrine Rousseau et ses trucs de langage, on a fait des polémiques en boucle, je trouve ça complètement ahurissant. Alors il faut combattre les woke, parce que c'est des gens qui nous désarment par rapport aux défis qu'on a aujourd'hui. Mais attention dans la façon de les combattre à ne pas les placer au centre. C'est à mon avis la difficulté qu'on peut avoir. C'est-à-dire ils acquièrent à ce moment-là une place telle qui ne correspond pas du tout à l'état du pays ou à l'opinion. Et on a l'impression qu'il n'y a que... Et à ce moment-là, vous êtes dans une bataille de dénonciation et de réactivité critique où vous pouvez tourner en rond dans la critique. Je ne sais pas comment vous dire ça. Vous vous placez au centre. Vous voyez, c'est un peu la difficulté que je vois, moi. Oui, Philippe, oui. Oui, je voudrais un peu prolonger ce que vous dites, dans la mesure où on fait le lien avec la logique des médias qui sont acquis au gauchisme, ce que j'appelle le gauchisme culturel, qui relaie beaucoup tout ce discours woke, etc., la gauche sociétale, ça relaie beaucoup. Il me semble, hein, moi, c'est des médias qui sont encore le vecteur, qui sont encore beaucoup le vecteur de toute cette idéologie culturelle, gauchisme culturel que vous avez posé. Et une autre question que je voulais te poser, qu'est-ce que vous inspire l'analyse de Régis Debray de mai 68? Ouais. Oui, alors, sur Régis Debray, je pense qu'il y a un point qui est juste, ça part des États-Unis, pour dire les choses. Ça, c'est certain, ça part de Berkeley. Mais à mon avis, c'est une vision qui n'est pas la mienne. C'est-à-dire, je pense que c'est une révolution culturelle 68ard qui n'est pas simplement la pure et simple reproduction du modèle américain et de l'hégémonie américaine, pour faire très court et schématique. C'est-à-dire, c'est une révolte avec le peuple, dans un moment historique très particulier, qui est la seconde moitié du XXe siècle, où les États-Unis, d'ailleurs, avec l'American Way of Life, est un modèle, il y a une remise en cause de ce modèle, mais à travers lui, ça va se développer, ça va traverser l'Atlantique très vite, et la contre-culture y compris, c'est comme la musique, vous pouvez dire Dylan est un produit de l'impérialisme américain. Enfin, à mon avis, il exprime une révolte de la jeunesse à un moment donné, alors avec une dimension américaine, mais qui va avoir de l'écho chez le peuple adolescent de l'ensemble des pays des démocraties développées. Donc c'est une évolution sociétale globale des démocraties et une révolution culturelle qui concerne l'ensemble des pays. Et on ne peut pas le lire simplement par le prisme américain. Non pas que ce prisme soit complètement erroné,
mais ce n'est pas, à mon avis, ce qui en fait le caractère nouveau et inédit. Mais ne dit-il pas que mai 68, entre guillemets, si je puis dire, hein, Ouais. je les vends peut-être, hein, que c'est l'étape obligée vers le triomphe qu'on appelle maintenant le néolibéralisme. Alors, voilà. Et le triomphe du capitalisme. Alors voilà, alors là c'est aussi ce que j'entends beaucoup, je vais vous donner ma position sur ce point. Quand par exemple libéral-libertaire ou l'Alliance 68 néolibéralisme. Écoutez, quand vous regardez mai-juin 68, enfin, c'était quand même pas très libéral du point de vue de la critique du capitalisme. Enfin, il faut regarder les faits, c'est une critique radicale. Il y avait le mot capitaliste quasiment dans tous les textes. Alors évidemment, ils ne s'en rendaient peut-être pas compte, ils étaient déjà peut-être libéraux. Mais enfin, c'est une relecture à partir d'un point de vue. Ce que je crois, par contre, c'est que cette révolution culturelle nous a véritablement désarmés. Ça, c'est culturellement désarmés. C'est-à-dire les ressources internes des démocraties ont été entamées d'une certaine façon. Et quand est arrivée la vague libérale de la seconde moitié des années 70, il y a eu un croisement. Mais parler d'un croisement entre la vague libérale, que ce soit aux États-Unis, en Angleterre, et cette révolution culturelle anti-étatique d'ailleurs, avec une dimension libertaire, que ça soit croisé et rencontré à un moment donné, oui. Mais la vision par le capitalisme qui détermine et le néolibéralisme qui détermine tout ça derrière, c'est une vision qui, à mon avis, reste marquée par l'interprétation marxiste-économiste, si vous voulez. Voilà mon point. Oui, je crois qu'on pourrait conclure de façon relativement optimiste pour une fois. On en parlait avant la réunion avec Jean-Pierre, on disait que toutes nos réunions, les siennes comme les nôtres, se terminaient assez négativement parce que la situation n'est pas drôle, c'est vrai que ça va. Mais finalement, il y a dans notre société des points qui ont profondément résisté. Pensons aux manifestations syndicales. D'ailleurs, on avait fait une réunion il y a bien longtemps, après le tournant de 95, avec Alain Gaillet. Bon, et oui. Et il y a eu 2006, 2010 et les manifs de cette année, quand même, qui ont été impressionnantes. Donc, et là, c'est un syndicalisme qui, surtout cette année, on l'a vu, surtout cette année, c'est quand même beaucoup rajeuni par rapport à ce qu'on a connu dans les années 2000-2010. Toute organisation confondue, hein, que ce soit la CGT, la CFDT, la CGT, la CFTC, pardon, et maintenant on voit les cadres également, la Confédération syndicale de l'Homme. Il y a quelque chose qui est extrêmement dynamique et très classique dans la société française. C'est les mêmes chansons, c'est les mêmes slogans, c'est le même humour, etc. Bon, là, et c'est la même volonté d'en finir avec le néolibéralisme. Et puis, alors là, j'ai moins de précision. J'ai commenté dans mon dernier éditorial une étude de la Fondation Jaurès sur la France rêvée, la société rêvée des électeurs de Marine Le Pen, et comparée à la société rêvée des Français. Il y a quand même une très très forte résistance de la famille. J'ai pas vraiment lu l'étude sur la société rêvée des Français en général. Les électeurs de Marine Le Pen sont plus familialistes, mais quand même c'est très très fort. Hein, la cellule protectrice où on se sent quand même bien malgré tous les malheurs qui peuvent arriver dans les familles, c'est ça. Donc il y a la famille, il y a les syndicats. Quand on fait des référendums sur les questions nation-Europe, ça passionne tout le monde, que ce soit Maastricht ou que ce soit 2005, maintenant on n'en fait plus, on ne sait plus ce qui se passe. Mais malgré le gauchisme culturel, malgré tout ce que vous avez dit ce soir, il y a un certain nombre de grands facteurs de résistance dans notre pays. Oui, je pense, pour terminer sur ce point,
Moi, je raisonne en termes d'élite, si vous voulez, parce que c'est un mot qu'on ne prononce plus. Or, pour moi, parce que les élites égale élitiste égale inégalité, on oublie que la République, il y avait la notion d'élite. Hein. Bon, l'élite républicaine, c'est des élites. Dans la situation dans laquelle on est, où effectivement il y a déjà des contre-courants qui existent par rapport au gauchisme culturel, moi j'ai tendance à raisonner en disant que dans les différentes sphères d'activité, que ça soit en bas du côté de la société, du côté des institutions de l'État, parce que je ne sais, j'ai pas la vision, si vous voulez, peuple sain et élite toutes complètement dénaturées ou trahies. C'est pas ma vision. Je pense qu'au sein du peuple en tant que tel, il y a un certain nombre de catégories, d'individus qui font des choses tout à fait intéressantes. Par exemple, si je prends le Covid, le dévouement du personnel hospitalier est quelque chose d'extrêmement positif. Là, on s'attendait, alors qu'il fallait voir l'état du système hospitalier. Il y a eu une dimension de sacrifice, d'investissement personnel qui est vraiment très, très encourageant. Je vais prendre un deuxième exemple, l'armée. Je pense qu'au sein de l'armée, excusez-moi du mauvais jeu de mots, il existe des réserves, des réserves d'humanité et des gens de grande valeur qui sont conscients des enjeux géopolitiques et qui ont une certaine, et qui défendent, qui sont attachés viscéralement à une certaine idée de la nation. Donc, on pourrait prendre d'autres exemples, je ne les ai pas en tête là, mais donc, mais que ça soit en bas, que ça soit en haut, je pense que tout ça c'est transversal aux catégories sociales et c'est transversal aux institutions. Il y a encore des grands serviteurs de l'État qui résistent, par exemple. Et tout ça est dispersé aujourd'hui. On peut même dire qu'il y a un corps enseignant voilà. qui fait son... Oui, qui fait aussi. Alors le corps enseignant, là aussi, moi je vais vous dire comment je raisonne, il y a beaucoup, je raisonne de plus en plus en termes individuels, à l'intérieur d'une institution. Je prends l'école par exemple, moi je ne me retrouve pas du tout, et tout d'un coup je trouve quelqu'un qui, je veux dire, qui ressemble quand même qui affirme une forme d'autorité, et qui a une autorité, alors que l'autre c'est quand même plus délicat, vous voyez. Donc c'est partout, donc ces réserves elles sont là. Qu'est-ce qui fait qu'elles apparaissent à un moment donné? Je veux dire comment je raisonne. Alors, je pense quand arrive un événement historique important, ce qu'on ne voyait pas, ce qu'on pensait complètement un peu pas amorphe, mais aux victoires du gauchisme culturel qui triomphe, mais triomphe dans le vide. Quand arrive un événement historique, y compris géopolitique, parce qu'il y a quand même des risques de guerre aujourd'hui, il y a quand même ces choses-là. À ce moment-là, ou le Covid qui nous est arrivé d'un coup, un événement, l'histoire n'a pas dit son dernier mot, l'événement historique n'a pas dit son dernier mot, et dans ce cas-là, vous voyez apparaître spontanément d'ailleurs des gens auxquels vous n'y attendez pas forcément. Je ne vais pas parler de juin 40, mais c'était ça pour moi. Et donc, sans dire qu'on va revivre à des événements, mais je pense que c'est face à des grands événements historiques, et aujourd'hui on a une situation géopolitique qui est quand même très inquiétante de tous les points de vue. Et comment on va réagir? Je pense que l'histoire peut nous réserver encore de bonnes surprises. Voilà en gros mon sentiment. Merci Jean-Pierre.